Merci. Donc, je vais inviter le docteur Frédéric Vin, président honoraire de la Société française de phlébologie, nouveau membre associé de l'Académie nationale de chirurgie, qui a coordonné donc l'organisation de cette séance consacrée à la maladie veineuse post-thrombotique. Et c'est toi qui vas faire le premier topo introductif. Merci. Et tu peux aller directement au pupitre avec tes diapositives. La maladie veineuse post-thrombotique est une maladie fréquente, souvent méconnue, très invalidante, et pour laquelle il y a maintenant de nouvelles techniques interventionnelles et chirurgicales innovantes. Ça va être le thème de fond, l'exploration, le diagnostic et la manière de prendre en charge préventivement à la phase aiguë, secondairement à la phase de thrombose et de recanalisation éventuelle, et puis ensuite éventuellement de reconstitution d'une fonctionnalité veineuse profonde correcte. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais avant tout remercier l'Académie nationale de chirurgie de m'avoir donné l'opportunité d'organiser cette session sur la maladie post-thrombotique pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des innovations dans les thérapeutiques, et la seconde, c'est que cette pathologie qui est souvent méconnue ou diagnostiquée trop tardivement est à l'origine de conséquences sociales et économiques considérables, et c'est un peu la raison de mon exposé. En fait, tout commence par une banale thrombose veineuse profonde d'un membre inférieur, pour lequel l'angoisse est avant tout la migration embolique et pour lequel un traitement anticoagulant est tout de suite entrepris. À ce sujet, il y a eu de nombreuses recommandations. D'abord, la première en 2009 de CHEST, American College of Chief Physicians, sur l'anticoagulation, héparine standard, HBPM, fondaparinux et relais par les AVK. Mais de l'eau a coulé sous les ponts puisque depuis 2016, les anticoagulants oraux, dabigatran, rivaroxaban, apixaban et doxaban ont remplacé totalement les héparines dans la grande majorité des cas et ont obtenu l'AMM même dans l'embolie pulmonaire. Dans ces recommandations de CHEST, il est bien précisé que la compression médicale élastique par ACBA classe 3, c'est-à-dire 30 mm de mercure, était efficace. Et puis, nous avions en 2019 ces recommandations françaises qui recommandaient également l'anticoagulation par HBPN, bien sûr, fondaparinux, qu'on connaît tous, et rivaroxaban, apixaban dans la thrombose et dans l'embolie pulmonaire, associés à des bas de compression pendant 3 à 6 mois. Il faut noter que dans la grande majorité des cas, on pense beaucoup à l'embolie pulmonaire, mais on ne pense pas à la maladie post-thrombotique et que la compression médicale élastique est souvent négligée ou portée et que le patient est peu informé. Alors pourquoi ? Pourquoi cette évolution vers la maladie post-thrombotique ? Eh bien, c'est une évolution d'abord qui est très fréquente, 20 à 60% dans les 2 ans à 5 ans, donc c'est vraiment considérable. Pourquoi ? Parce que souvent, la thrombose veineuse profonde a pu passer inaperçue, que ce soit au décours d'une intervention chirurgicale, au décours d'un polytraumatisme, au décours d'un plâtre ou d'une fracture. Bref, cette thrombose peut passer inaperçue, se développer progressivement et sans traitement entraîner une occlusion d'un axe veineux et être responsable ultérieurement d'une maladie post-thrombotique qui laisse des conséquences par la persistance d'une obstruction ou l'existence d'un reflux. Qu'est-ce que la définition ? La définition de syndrome post-thrombotique, c'est l'ensemble des symptômes et ou des signes veineux qui sont chroniques et secondaires à cette thrombose. Elle apparaît en général 3 mois, mais plutôt 6 mois après cet accident thrombotique, mais elle doit être diagnostiquée très récemment, très tôt. Et le diagnostic clinique, selon la Société internationale de thrombose et d'hémostase, est d'utiliser un score clinique qui est le score de Villalta. Bien entendu, Sami Zerouk nous en parlera, l'exploration échodoppler est indispensable pour savoir évaluer l'impact à moyen ou long terme de cette thrombose et savoir ce qu'il en est.
quelques mots de physiopathologie pour dire qu'il y a deux alternatives possibles lorsque vous avez l'occlusion d'un axe veineux profond, comme un tronc collecteur ici d'une thrombose fémorale. Eh bien, vous voyez qu'il y a forcément une occlusion avec une collatéralité qui s'installe soit par les veines profondes accessoires, dans quel cas la veine fémorale profonde, mais aussi par le réseau veineux superficiel. Mais dans un grand nombre de cas, si l'on contrôle les patients entre 3 et 18 mois, on s'aperçoit qu'il persiste un syndrome obstructif. C'est le cas plus précisément pour les veines proximales, comme les veines iliaques et parfois fémorales communes, et qu'il y a une hyperpression veineuse en amont considérable, puisqu'il y a une organisation fibreuse de cette veine profonde occluse, qui reste occluse à long terme. Et d'ailleurs, ce sont les syndromes obstructifs qui sont responsables de plus de complications trophiques que les syndromes de reflux. Et donc, lorsqu'il y a une occlusion, apparaît obligatoirement un syndrome de suppléance, comme vous le voyez ici avec la classique PALMA, d'une dérivation fémoro-fémorale superficielle, d'une varice suspubienne, ou bien d'une dérivation cave inférieure, cave supérieure, en cas de l'occlusion d'un axe iliocave par une dérivation pariéto-abdominale. La deuxième alternative, c'est la recanalisation. C'est vrai que dans un grand nombre de cas, la veine occluse peut se reperméaliser, mais dans ces cas-là, il existe une destruction pariétale avec présence de Shineshi et dans tous les cas, une destruction du système valvulaire qui entraîne également une hyperpression veineuse en amont du fait de la perte de la fonction valvulaire malgré la fonction musculaire et la marche. Les conséquences sont un retentissement microcirculatoire. Et ça, c'est fondamental puisqu'il y a deux phénomènes qui interviennent. D'une part, une hyperpression au niveau de la vénule post-capillaire, car il n'y a pas de sphincter post-capillaire comme il existe des sphincters précapillaires. Donc, cette augmentation de la pression veineuse post-capillaire entraîne une extravasation d'eau, d'électrolytes, de fibrine et d'hématies, raison pour laquelle on a une pigmentation cutanée qui est liée à un tatouage de la peau par le fer des hématies. Et la deuxième activation leucocytaire possible, c'est l'agrégation des leucocytes qui est bien connue et qui entraîne une libération des médiateurs de l'inflammation, dont les cytokines, les radicolides, la prostaglandine et le leucotriène, entraînant une altération microcirculatoire au niveau du tissu interstitiel, d'où l'édème et les troubles trophiques. Alors, sur le plan épidémiologique, on parle de 20 à 40%, 20 à 60%. C'est souvent difficile et vous voyez sur ces trois études, l'une à 5 ans, 21% d'insuffisance veineuse chronique, 6% d'ulcères, dans l'autre 69%, 6% d'ulcères, pour Linder à 7 ans 80% et 4% d'ulcères de jambes. Il y a incontestablement un retentissement au niveau de la microcirculation. Les facteurs de risque, il faut savoir en tenir compte, ça dépend surtout de la localisation de la thrombose. Et les thromboses proximales, que je viens de vous le dire, surtout les thromboses iliaques, n'ont pas tendance à se reperméabiliser et sont donc à l'origine d'une augmentation de la pression. Et on a bien vu par des mesures de la pression veineuse centrale, dans l'étude faite par Suzanne Kahn, que les syndromes post-thrombotiques sont beaucoup plus sévères et sont en relation avec l'augmentation de la pression veineuse périphérique. Par contre, dans les thromboses veineuses jambières, les thromboses gastrocnémiennes, fibulaires ou tibiales, il y a une telle collatéralité, puisqu'à l'étage jambier, les axes veineux sont doubles, et bien il y a une telle collatéralité que les séquelles sont minimes. La grande difficulté, c'est la récidive. Effectivement, on s'est aperçu que s'il y avait une récidive de thrombose, on majorait l'existence d'un syndrome post-thrombotique parce que les troubles s'aggravaient et ils étaient multiples. Bien sûr, l'âge et l'obésité, plus le sexe, sont des facteurs de risque liés surtout à la sarcopénie et à la perte de la fonction musculaire qui ralentit le retour veineux. La complication de la séquelle de thrombose, c'est la récidive. Alors, bien sûr, toute thrombose veineuse devrait être documentée
pour savoir s'il existe ou non une thrombophilie familiale pour prévenir, et dans certains cas de récidive de thrombose, de faire un traitement anticoagulant au long cours et non pas 3 mois seulement, comme c'est généralement le cas. Mais dans cette méta-analyse, vous voyez qu'à 1 an, il y a 10% de récidive de thrombose et à 5 ans, 25%, ce qui est beaucoup, avec 4% de décès. C'est une étude également de Hancal dans le British Medical Journal. Les signes et les symptômes. La maladie post-thrombotique, c'est avant tout des symptômes. Le premier symptôme, c'est une sensation de douleur et de gonflement d'un membre inférieur, mais il faut savoir avant tout rechercher une claudication intermittente veineuse, car lorsque vous avez une occlusion ilio-cave, eh bien c'est l'objet d'une claudication intermittente veineuse. Et ça doit être recherché également au niveau des varices et de l'aspect totalement anarchique du réseau veineux dilaté, qui sont très différents puisque le diagnostic différentiel de varices se fait avec la maladie veineuse primaire, mais dans la maladie post-thrombotique, les varices sont souvent anarchiques et à l'étage pelvien, il existe souvent des varices, comme je vous l'ai montré, suspubiennes ou pariéto-abdominales ou des dilatations superficielles sans atteinte des réseaux veineux. Et puis, les signes cliniques, en dehors des varices, eh bien, ce sont les signes cutanés qui doivent évoquer l'attention, même chez un patient qui se dit ne pas avoir eu de thrombose. Et cette classification de la CEAP de Hawaï, qui a été décrite en 1997, a décrit les premiers signes de l'insuffisance veineuse. C'est le C3 avec l'édème, le C4A avec la présence d'une pigmentation ou d'un eczéma, le C4B avec une atrophie blanche ou une lipodermatosclérose, comme vous le voyez ici. Et enfin, grâce à Jean-François Hull, cette couronne phlépangiectasique du pied que vous voyez à 3 et le C4C qui était accepté grâce à l'équipe française dans la classification de Hawaï. Le score de Villalta. Le score de Villalta est recommandé par la Société internationale de thrombose et d'hémostase comme le principal critère pour faire le diagnostic d'une maladie post-thrombotique. Il comporte 5 critères subjectifs et 6 critères objectifs. Vous ferez comme moi la remarque que le prurite ou les crampes ne sont pas tellement pathognomoniques d'une insuffisance veineuse superficielle, mais elle fait quand même partie. En fait, dans ce score de Villalta, s'il est entre 0 inférieur à 5, il n'y a pas de pathologie. S'il est entre 5 et 9, c'est un syndrome post-thrombotique léger. Entre 9 et 14, il est modéré. Et supérieur à 15 ou avec présence d'un ulcère, c'est un syndrome sévère. Il y a eu d'autres scores qui ont été décrits par Ginsberg et Brans, mais celui-ci est fait l'objet de toutes les études internationales. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie post-thrombotique? Avant tout, c'est un impact sur la qualité de vie. Et tout ceci est lié essentiellement à la présence de troubles trophiques, non au problème hémodynamique. Et c'est sur cette étude portugaise que vous voyez sur 101 cas suivis sur une période de 6 ans, vous voyez qu'avec un score civique, qui est des scores de qualité de vie qui ont été établis, car dans les scores de qualité de vie en pathologie veineuse, il y a le civique et le SF12 avec 12 questions, SF36 avec 36 questions, et le VenQ of Life, Quality of Life, qui est un autre score. Et vous voyez que dans cette étude, sur un score qui devrait être environ de 100, eh bien, quand on a une pathologie veineuse modérée ou sévère, le score est à 64 au lieu de 100. Et dans cette méta-analyse qui a été publiée, on voit également qu'il y a une altération à la fois physique sur la santé, morale également, et également sur la qualité de vie quotidienne. Les dépenses de santé, c'est un facteur majeur dont on va parler également, car il y a un surcoût incontestable d'un patient qui a eu une thrombose traitée, même avec compression élastique, versus un patient avec maladie post-thrombotique. Il y a donc un surcoût considérable. Et il y a une étude qui a été faite portant sur 16 000 patients, des patients n'ayant pas eu de récidive et des patients ayant eu de récidive. Et vous voyez que les coûts étaient beaucoup plus élevés lorsqu'on a une récidive de thrombose que lorsqu'on a une seule thrombose avec maladie post-thrombotique.
L'ulcère de jambe, c'est la catastrophe, car sur le plan social et économique, c'est une catastrophe pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, le médecin généraliste ne fait pas le diagnostic ou le prend mal en charge. Il ne défait pas le pansement et a passé une demi-heure et il n'est pas équipé pour faire les soins. L'expérience des infirmières s'améliore grâce à l'existence maintenant d'un diplôme universitaire de plaie et cicatrisation qui existe dans de nombreuses universités, mais il est impératif aujourd'hui de mieux prendre en charge l'ulcère de jambe qui a tendance à récidiver et qui a un coût non négligeable, comme un patient, comme vous le voyez en bas, qui au bout de 10 ans a toujours une plaie chronique invalidante et qui coûte cher. Alors ces coûts, ils sont liés en grande partie à des consultations et surtout des soins infirmiers dans 48% des cas. Dans 33% des cas, ce sont des dépenses liées au bandage, aux soins, aux médicaments et aux pansements eux-mêmes. 16% des dépenses sont des hospitalisations, car les ulcères chroniques anciens sont encore hospitalisés, et un arrêt de travail dans 3% des cas. Donc vous voyez que sur cette étude, sur 502 patients avec ulcère de jambe suivis pendant 9 ans dans 147 centres, c'était un coût d'environ 9 060 € par an, et c'est à peu près identique, près de 10 000 € 1,2% du budget de santé publique. J'ai repris cette méta-analyse et cette revue de la littérature, à laquelle d'ailleurs a participé Marzia et Oscar Maletti, qui a noté en 2021 le nombre de patients présentant un ulcère de jambe en rapport avec une séquelle de thrombose. Et vous voyez qu'en France, le chiffre s'élève à 263 000. Si vous multipliez 263 000 par 1 000 € ou 10 000 € par an de frais, vous arrivez à plusieurs milliards, qui est un coût de santé considérable. Alors, comment éviter l'évolution vers la maladie post-thrombotique? La première chose, c'est qu'il faut savoir tôt prendre en charge la thrombose afin que le thrombus ne s'étende pas trop et que les séquelles soient minimes. La deuxième chose, savoir identifier une thrombose proximale avec un édème de cuisse énorme et une thrombose iliaque qui, dans certains cas, pourrait bénéficier d'une nouvelle technique de lyse par voie endoveineuse, de thrombectomie endoveineuse, comme nous en parlera tout à l'heure Olivier Artaud. La compression élastique a une efficacité, mais certes, elle a ses limites, car il faut savoir que la compression est efficace au niveau de la jambe et que des pressions de 30 à 40 mm de mercure peuvent diminuer un édème, améliorer la microcirculation, augmenter le débit veineux, mais il est certain que la compression élastique au niveau de la cuisse est moins efficace compte tenu de la loi de Laplace que vous connaissez tous, et c'est vrai qu'il est lié au rayon. Et si le rayon augmente, la pression diminue. Donc, pour avoir une pression de 30 mm de mercure à la cuisse, il faudrait un bas de 70 mm de mercure à la jambe, ce qui est insupportable. Néanmoins, les troubles trophiques surviennent toujours à l'étage jambier et la compression médicale élastique de 30 à 40 mm de mercure s'impose tout au long de la pathologie, que ce soit au début comme à la fin. Pour preuve, ces différentes études de la littérature entre 1997 et 2016 vous montrant les suivis de patients avec compression élastique et sans compression élastique ou versus placebo, et vous voyez que toutes, à l'exception de celle de Suzanne Kahn au Canada, qui a fait une étude sur 806 cas, toutes montrent une efficacité de la compression médicale pour réduire à long terme le développement d'une maladie post-thrombotique. Alors pourquoi cette étude de Suzanne Kahn a fait l'objet de polémiques, malgré sa parution dans le Lancet, mais dans le Lancet aussi, on nous a montré un jour que l'aspirine pouvait guérir un ulcère de jambe. Donc j'ai quand même encore quelquefois des doutes sur des publications scientifiques, mais en tout cas… Il y a eu des exemples avec la Covid dans le Lancet. Tout le monde… C'était des publications totalement non scientifiques. Je voudrais ajouter que il y a plusieurs biais sur l'étude de Suzanne Kahn. La première, c'est qu'il y avait une mauvaise observance à la compression, parce qu'elle a relevé qu'il y avait 90% d'observance à 1 mois, mais seulement 50% à 1 an. La deuxième chose, c'est que
dans l'étude, en la lisant attentivement, on s'aperçoit que le bas n'était porté que 3 jours par semaine. La quatrième chose, c'est qu'il y a eu une violation du protocole, puisque certains patients sous placebo, n'ayant pas d'efficacité, ont mis en place dans 6% des cas une compression élastique classe 3. Donc, cette étude qui compare compression versus non-compression, à mon avis, a peu d'intérêt. Finissons par les recommandations. Les recommandations françaises pour éviter la maladie post-thrombotique et celle de l'AFSAPS en 2009, c'est une compression par chaussette ou par bas de 30 à 40 mm de mercure pendant au moins 2 ans. L'HAS, pareil. Et très récemment, un travail d'Isabelle Quéré de Montpellier qui précise que à la phase aiguë d'une thrombose profonde, proximale et distage, il est suggéré le port d'une compression élastique d'au moins 8 mm de mercure. 30 mm de mercure serait mieux. Les recommandations internationales sont identiques. Une recommandation de l'American College, c'est bas de compression 30-40 mm de mercure, mais influencés en 2007 par l'étude de Mme Kahn, ils disent que la compression à la phase aiguë n'a pas d'intérêt. Mais de toute façon, les recommandations de l'American Heart Association de 2014 disent qu'il faut faire une thromboprophylaxie pour éviter les récidives de thrombose, et une compression élastique pour réduire l'édème, et des traitements par fibrinolytique in situ pour les thrombolyses lorsque cela est possible. En conclusion, il y a 2 stades. Le stade aigu, c'est-à-dire au décours de la thrombose, où il faut faire une prévention. Donc, pour la prévention, c'est bien sûr l'anticoagulation, savoir identifier les patients à risque de récidive de thrombose et, dans ces cas, traiter ces patients au long cours pour qu'ils n'aggravent pas leur maladie. Compression médicale élastique indiscutable tant qu'il y aura des troubles. Et l'exploration hélicodoplaire dont va nous parler Sami Zerouk nous montrera s'il y a des séquelles importantes ou non, si le reflux est important ou non, et savoir identifier une claudication intermittente pour, dans ce cas, faire une thrombectomie chimique ou pharmacomécanique. Donc, Olivier Hartung nous parlera dans un instant. Au stade chronique, car malheureusement, on fait souvent le diagnostic de maladie post-thrombotique en présence d'un ulcère de jambe ou de troubles trophiques 20 ans après. Et dans ces cas, c'est l'évaluation clinique par le score de Villalta. Pour éviter l'apparition d'un ulcère de jambe, la compression médicale élastique, 30 à 40 mm de mercure. Et aujourd'hui, se pose la question pour les occlusions anciennes et de sièges proximes iliaque ou iliofémoral, l'existence d'angioplastie et stenting, dont va nous parler Marc Sapoval dans quelques temps, et discuter peut-être des nouvelles indications de plastie valvulaire qui ont des nouveaux succès et dont nous parlera Maria Loupli. Je vous remercie. Merci d'avoir fait ce tableau le plus complet possible des origines du syndrome post-thrombotique et de, lorsque ça arrive, comment en faire le diagnostic et comment éventuellement, quelles vont être les indications à la fois d'exploration et de prise en charge thérapeutique. Alors, sur la stratégie d'exploration, on ne veut pas manquer de parler, bien sûr, de l'exploration écodoplaire. Et donc, c'est notre collègue, le docteur Sami Zerouk, qui est... il y a des questions, bien sûr, on va donner la parole à la salle et on va répondre aussi aux questions posées par nos amis à distance. Dans la salle, des questions qu'on a posées à Frédéric Vin, spécialement. Donc, en ligne, on me pose la question. Il y a beaucoup, en attendant la chirurgie ophtalmo... Non, ça c'est en Australie, ça c'est autre chose. C'était à propos de l'Australie. Je voudrais savoir s'il y a une publication scientifique qui fait la relation entre la TVP et les occlusions vasculaires rétiniennes. C'est une question d'un ophtalmologiste brésilien. Question très intense, pas à ma connaissance, mais ça serait sûrement à rechercher. C'est possible parce que c'est peut-être lié à des troubles de l'élevage. C'est peut-être lié à une thrombophilie, peut-être un problème, une maladie de B7, ce genre de choses. Ça peut, dans les maladies auto-immunes. Les thromboses inflammatoires, la maladie de B7, effectivement. C'est pas exclu. Vascularité. Tout à fait. Moi, nous voyons beaucoup de patients avec la hypertension.
Il nous parle depuis le Brésil. Tu l'entends? Oui. Hudson, bonjour. D'abord, merci d'être là avec nous, Hudson. Merci. Tu es un nouveau membre de l'Académie. Merci. Nous voyons beaucoup de patients qui ont l'hypertension, alors que ces patients d'hypertension artérielle, ils nécessitent beaucoup de faire l'examen de la rétine pour voir si la rétinopathie hypertensive, ainsi que les patients diabétiques pour voir s'ils ont rétinopathie diabétique aussi. Alors, je crois que les patients qui ont les thromboses veineuses profondes, ils ont l'incidence augmentée d'avoir quelques problèmes de la rétine aussi, principalement la rétinopathie hypertensive. Alors, il faut chercher quelques études sur ça, mais je pense qu'il faut voir tous les patients qui ont hypertension aussi, les thromboses, pour faire un bon étude sur ça, pour faire les bons traitements aussi. Merci. Très bonne suggestion. Merci. Je profite de la présence en ligne du président de la Société française de phlébologie, que je aperçois, Mathieu Josselin, pour le saluer et le remercier d'être avec nous. Et peut-être, vous savez qu'il est également membre associé de l'Académie nationale de chirurgie, parmi les médecins interventionnels qui sont maintenant de plus en plus nombreux membres de l'Académie nationale de chirurgie. Merci Mathieu. Éventuellement, tu as peut-être un complément ou une question à poser à Frédéric Vin sur ce sujet. Bonjour à tous. Je vous remercie, Albert Claude. Et puis merci de m'avoir accueilli d'ailleurs au sein de l'Académie nationale de chirurgie. Non, j'ai trouvé l'intervention de Frédéric vraiment très complète et très didactique. C'est vrai que le syndrome de post-thrombotique, on n'en parle pas forcément beaucoup. Je trouve ça très intéressant et le déroulé du programme d'ailleurs va certainement venir compléter tout ça. Et ce que tu disais, Frédéric, c'est très intéressant, c'est de ces patients qui méconnaissent finalement certaines thromboses, ces patients justement qui se disent ne pas avoir connu ces thromboses ou se disent ne pas avoir eu de thrombose et qui présentent justement des signes d'insuffisance veineuse très marqués. Au stade CEAP avancé, C3, C4, C5, qui vont présenter ou avoir des ulcères et qu'on va méconnaître et justement à qui qu'on ne va pas explorer forcément et proposer de thérapeutiques adaptées. Donc la question, ça va être finalement à quel patient on va devoir proposer une exploration plus adaptée. Alors j'allais dire invasive entre guillemets, puisqu'elle n'est pas finalement assez invasive cette exploration justement d'une obstruction iliaque, admettons, chez un patient qui présente un ulcère. Enfin, justement, ça va être un petit peu ça, je pense, le déroulé de la session. À quel patient on va devoir proposer ça chez un patient qui vient pour un ulcère et chez qui on suspecte une atteinte veineuse profonde qui n'est pas forcément si facile que ça à diagnostiquer en ville avec une simple échographie, en fait. Ça va être c'est un petit peu la question que je me pose. Moi, je pourrais te répondre que ça dépend de l'importance de la sévérité de la maladie post-thrombotique. Je dirais que les syndromes post-thrombotiques légers et modérés, donc dans la classification de Witt-Valta jusqu'à 14, même avec un ulcère de jambe ayant récidivé, traité par compression élastique, continuerait d'être traité par compression élastique. Par contre, en cas de syndrome post-thrombotique très sévère, d'une claudication intermittente veineuse, d'un ulcère récidivant, malgré la compression, je crois que c'est l'indication soit d'une reconstruction valvulaire, mais surtout peut-être d'une levée de l'obstacle avec une angioplastie veineuse avec stenting. Voilà ma position. Merci. Moi, j'ai une question complémentaire. Est-ce que depuis l'étude un peu controversée de Madame Kahn, concernant le fait que la compression préventive n'est pas si efficace que ça, est-ce qu'il y a eu de nouvelles études qui vont à l'encontre de cette étude qui était en plus avec des erreurs méthodologiques assez importantes que tu as soulignées et dont souvent beaucoup de commentateurs ont tiré des conclusions excessives en disant mais il faut abandonner la compression préventive. Il y a eu une étude juste après, je ne sais pas si tu as vu sur le tableau, 2 ans après, qui a prouvé que c'était efficace
que ça réduisait de 40% l'incidence. Donc, je crois qu'il faut retenir que la compression reste la base du traitement de cette pathologie et qu'il y a une place pour les nouvelles techniques en fonction de la sévérité de la maladie. Merci. Je souligne la présence à distance de la responsable de la compression médicale dans la grande société française de la compression, la société Sigvaris, qu'on connaît, que tout le monde connaît, et qui est donc Delphine Sion, qui est ici présente avec nous. Merci beaucoup d'être là avec nous, d'écouter donc nos topos.